Bonjour à tous, docteur Delelis, cardiologie, échographiste au sein du GHICL dans la métropole lilloise. Je vous parle aujourd'hui des dernières techniques échographiques pour la prise en charge des patients sous chimiothérapie. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de cardiotoxicité? Essentiellement ici d'hypertension artérielle, de thrombose artérielle ou veineuse, d'augmentation du QT, d'insuffisance cardiaque, et ceci avec la chimiothérapie conventionnelle de type anthracycline, des thérapies ciblées et maintenant de l'immunothérapie. Alors, quels sont les patients qui vont être plus préférentiellement atteints? Vous voyez ici sur cette diapo, donc une cardiopathie sous-jacente, une hypertension, plusieurs chimiothérapies cardiotoxiques, une radiothérapie, l'insuffisance rénale, des facteurs d'âge et de doses cumulées, notamment pour les anthracyclines. Alors, quels sont les outils à notre disposition pour mettre en évidence cette cardiotoxicité? Eh bien, pour évaluer la fraction d'éjection, nous avons l'échocardiographie, bien sûr, l'imagerie nucléaire, l'IRM, et puis les biomarqueurs cardiaques, notamment la troponine, qui ont un intérêt tout particulier ici. Alors, pourquoi, à mon sens, l'échocardiographie est la meilleure technique? Eh bien, parce que vous faites en plus de l'échographie, de l'interrogatoire, de l'examen clinique, un électrocardiogramme, les marqueurs biologiques, comme j'ai indiqué avant. Et avec cette échocardiographie, vous avez la fraction d'éjection, mais vous avez aussi les paramètres de dilatation cavitaire, de valvulopathie et donc de strain par la suite. Du coup, vous avez plus de paramètres. Voici le protocole recommandé d'échocardiographie dans le cadre d'un patient en cours de chimiothérapie. Alors pourquoi mettre en évidence cette cardiopathie est importante? Eh bien, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer cette diapo qui montre que plus votre fraction d'éjection est altérée, moins bon votre pronostic, et ceci dans une population non néoplasique. Ici, dans une population qui a un cancer, qui va bénéficier d'anthracycline, moins bonne la fraction d'éjection et moins bon est le pronostic. Alors, quelle est la définition de la cardiotoxicité? C'est un petit peu plus simple maintenant. Fraction d'éjection inférieure à 50% ou une baisse de plus de 10% de celle de la fraction d'éjection par rapport à une FEVG de base. Ceci doit être normalement confirmé 15 jours après par une nouvelle évaluation. Concernant le strain, ce serait une variation de plus de 15% en valeur relative. Alors, le problème de la fraction d'éjection en 2D, c'est que finalement vous avez une variation interobservateur de votre fraction d'éjection. Vous avez tous l'expérience de fractions d'éjection un peu différentes sur la même échographie entre vous, un de vos collègues. Et donc, c'est difficile de définir une cardiotoxicité si celle-ci est noyée finalement dans la variabilité de la technique. Alors, comment faire pour améliorer ça? Bien, on améliore le hardware, la machine, la technique. Donc par rapport à 2006, vous voyez, on a quand même énormément progressé. Concernant la fraction d'éjection, on utilise bien sûr la méthode de Simpson-Biplan avec surtout des coupes apicales les plus basses possibles. On fait attention aux conditions de charge, notamment quel est l'état d'hydratation, le profil tensionnel. On compare cela aux précédentes échocardiographies. Donc vous voyez la différence entre des coupes un peu trop hautes et des coupes correctes, donc bien basses. Ici, on met en évidence par exemple une petite séquelle apicale que l'on voit sur les coupes basses, que l'on ne voit pas sur les coupes hautes.
Alors, utilisation du 3D, oui, un peu moins de variabilité, un peu plus d'automatisation, meilleure reproductibilité, notamment ici avec Philips avec leur méthode Earth Model, qui est tout à fait performant. Ceci permet, comme je vous disais, de diminuer la variabilité par rapport au 2D. Vous voyez ici le 3D est la méthode la plus reproductible, et par rapport à la méthode de standard de Paris IRM, c'est celle qui se rapproche le plus de cette fraction d'éjection. Ok, donc ça, vous êtes familier avec cet outil-là, où vous allez avoir un contourage automatique systolique, diastolique, que vous pouvez rééquilibrer de manière à avoir finalement votre fraction d'éjection 3D Earth Model automatique. Alors il y a des paramètres de fonction diastolique en Doppler tissulaire qui s'altèrent au cours de la chimiothérapie. Malheureusement, ce ne sont pas des marqueurs très précoces. D'où l'utilisation ici maintenant du strain en utilisant le speckle tracking, donc pas avec le Doppler tissulaire. Bon, on commence à connaître quand même les modalités de cette technique. On signalera tout de même qu'elle est dépendante des conditions de charge, donc intérêt d'avoir la pression artérielle à chaque échographie. Probablement que le strain va varier si votre patient a 19 de tension ou s'il a une pression artérielle normale aux alentours de 11. Alors le strain est moins variable que les autres paramètres échographiques, c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup. Ici, je vous ai dit que la cardiotoxicité, eh bien, ce serait une variation du strain en valeur relative de plus de 15%. C'est ce qui est maintenant à peu près admis dans la communauté cardio-oncologique. Pourquoi on utilise le strain longitudinal et pas les autres modalités? Eh bien, un peu moins de reproductibilité. Donc on garde la modalité longitudinale. Beaucoup de travaux de standardisation, ce qui fait que maintenant les valeurs entre les différents vendeurs sont à peu près similaires par rapport à il y a quelques années. Néanmoins, je vous conseille sur un patient donné de toujours réaliser le strain sur la même machine, de manière à tout de même à avoir une interprétation la plus fiable possible. Alors le strain longitudinal global ici avec Philips peut être très facilement obtenu avec leur modalité par autostrain, en repérant les coupes apicales 4, 3 et 2 cavités sur des images enregistrées, en sélectionnant ces coupes et en lançant l'onglet autostrain, vous allez avoir une valeur de strain longitudinal global qui va vous être délivrée. On va voir ça plus en avant par la suite lors des cas cliniques. Alors, je vous avais parlé de troponine au départ. Effectivement, ce dosage biologique va permettre, en plus du strain longitudinal global, d'augmenter un peu la sensibilité, la spécificité de votre cardiotoxicité. Alors, pourquoi c'est important de détecter cette cardiotoxicité? Eh bien, c'est pour traiter le plus rapidement possible. Ici, vous avez une cardiotoxicité aux anthracyclines. Vous voyez, quand on met des IEC, eh bien on est un petit peu tard. On aimerait bien avoir un indice qui permet de détecter cette cardiotoxicité un peu plus précocement que la fraction d'éjection. Donc on retiendra que dans la cardio-oncologie est primordiale, qu'elle
elle est facilement accessible, qu'il n'y a pas de radiation, que vous avez la fraction d'éjection, mais pas que vous avez une variabilité interobservateur qui est relativement limitée. On pense bien utiliser le 3D. On signalera que la cardiotoxicité, c'est une fraction d'éjection inférieure à 50% et une baisse de 10% ou une baisse de 10% par rapport à la fraction d'éjection de base, et que concernant le strain, la variation est dite significative au-delà de 15% en valeur relative, il y a une toute petite variabilité inter-vendeur tout de même, donc garder la même machine, même si ça s'est bien amélioré depuis les standardisations, et que ceci va permettre de pouvoir guider l'intervention pharmacologique. Je vous remercie de votre attention et vous invite à cliquer sur la vidéo suivante pour les cas cliniques. Bonjour à tous, on va donc maintenant passer aux cas cliniques, notamment ici d'utilisation du strain longitudinal global en utilisant l'autostrain de Philips autour de cas cliniques. On commence ici avec une femme de 54 ans, sans antécédent ni facteur de risque cardiovasculaire, qui voit se découvrir un cancer du sein gauche, avec des récepteurs oestrogènes positifs, des récepteurs HER2 très positifs, et donc une prise en charge logique par épirubicine, cyclophosphamide, 3 injections, puis du taxotere, de l'herceptine, de la radiothérapie et de l'hormonothérapie. On lui réalise donc une échocardiographie pré-chimiothérapie qui est normale, avec notamment une fraction d'éjection à 61%, l'absence de dilatation cavitaire. Ici, avec l'autostrain, vous voyez, nous avons une valeur de moins 25,8%. Donc, vous sélectionnez bien vos apicales des 4, 3 et 2 cavités. Vous cliquez sur AutoStrain, vous recadrez la détection systolique ou diastolique, ou les deux selon vos souhaits, et puis après vous faites actualiser. Donc vous avez, en cas d'absence de modification de détection, votre strain en 15 secondes, ici avec cet outil. Donc pour cette patiente, strain, échocardiographie normale et strain normal. On lui refait une échocardiographie après ses anthracyclines, avant son trastuzumab, et ici vous voyez sur le strain, moins 26,4%, donc ça ne bouge pas. Pas de mouvement de troponine chez cette patiente, nous avons fait réaliser les dosages de troponine. Après, on la revoit 2 mois après, elle a déjà eu 2 injections d'herceptine en sous-cutanée depuis la dernière échographie. On lui refait une échocardiographie de contrôle qui retrouve une fraction d'éjection normale, mais en diminution, 55% versus 60%, petite dyskinésie apicale, et ici en strain, une valeur qui baisse un petit peu, moins 19,7% par rapport au moins 25 au départ, donc on a franchement une baisse notable qui dépasse la variabilité de la mesure. On élimine tout de même la coronoropathie chez cette patiente de 54 ans, mais vous voyez, les coronaires sont bien lisses. On décide de lui mettre une petite dose d'IEC à visée cardioprotectrice, de poursuivre le trastuzumab, étant donné qu'il n'y a pas d'option thérapeutique très satisfaisante, d'autres alternatives très satisfaisantes pour elle. Et on la suit régulièrement. Là, je la revois 1 mois après cette dernière échographie. Elle supporte bien ses IEC à petite dose, et vous voyez ici, le strain longitudinal global ne baisse plus, à moins 19,1%. On continue donc la stratégie
de poursuite de l'herceptine, de poursuite du ramipril, et on la revoit un petit peu plus à distance, ici en septembre 2020, fraction d'éjection normalisée 60%, et voyez ici, sur le strain longitudinal global, on remonte au moins 23,7%. Donc vous voyez, pour ce cas clinique, la fraction d'éjection s'altérait un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir mettre un traitement par IEC. Et là, on avait des arguments d'atteinte cardiologique, de cardiotoxicité, essentiellement par le strain ici, avec une variation de plus de 15% de la mesure, mise en place du traitement cardioprotecteur par IEC, poursuite du traitement oncologique, et vous voyez, on arrive à tout à fait contrôler la situation cardiologique et oncologique. Deuxième cas clinique, c'est une maladie de Hodgkin de stade 4 chez une femme jeune de 24 ans, pour lequel le projet de chimiothérapie, voyez, est assez lourd, hein, un BACOP escaladé 2 cures, puis un protocole plus conventionnel par ABVD. Donc vous voyez de la doxorubicine dans la première séquence, ainsi que dans la deuxième séquence. L'échocardiographie pré-chimiothérapie est normale, avec une fraction d'éjection à 61%, un strain normal, vous voyez ici, le strain longitudinal global par l'autostrain est à moins 25,8%, avec une détection tout à fait correcte. Encore une fois, en une quinzaine de secondes, vous avez votre valeur, c'est vraiment excessivement simple. On la revoit 6 mois après, on n'avait pas besoin de la revoir entre temps, étant donné qu'il n'y avait pas de facteur de risque cardiovasculaire notable. Là, malheureusement, altération de fraction d'éjection modérée, abaissement du strain, hein, qui est maintenant ici à moins 18%, vous voyez. Donc, petit signal quand même, hein, de toxicité. Ici, on n'a pas poussé l'hypothèse coronaire au vu de la probabilité pré-test excessivement faible. On a dit de poursuivre la dernière injection de doxorubicine. Il ne restait plus qu'une seule étape. On lui a mis une petite dose d'IEC, on a même dû baisser parce qu'elle avait des manifestations d'hypotension. Je la revois le mois suivant où la fraction d'éjection remonte un peu et le strain remonte déjà, franchement, moins 21,7%. Ici, regardez. Donc tout ceci nous fait dire de poursuivre l'IEC. Là, il n'y a plus de chimiothérapie, le Hodgkin est en rémission. Je la revois un petit peu plus à distance, ici en septembre 2020, où là le strain est complètement normalisé, fraction d'éjection normale aussi, et je pense que je vais continuer à la revoir régulièrement ici, jusqu'à décider probablement d'enlever l'IEC. Donc vous voyez ici, on a une cardiotoxicité aux anthracyclines très probable, on l'a vu vite, on a mis en place donc vite un traitement cardioprotecteur et ceci a permis d'améliorer quand même, de restaurer une fraction d'éjection vraiment normale et un strain également normal. C'est le strain qui nous a quand même permis de mettre le doigt sur cette cardiotoxicité et donc de guider la thérapeutique. Donc vous voyez, j'espère qu'avec ces deux cas, je vous ai convaincu de l'utilité de cet outil, du strain longitudinal global, ici spécifiquement avec l'autostrain de Philips, encore une fois une facilité d'utilisation. Et vous voyez, ça a permis de guider la thérapeutique afin d'optimiser le parcours patient de cette patiente et de limiter la perte de chance. Voilà, j'espère vous voir pour une prochaine vidéo prochainement. Merci.